Bienvenue dans Entre deux News. Au programme aujourd'hui, 2 volets consacrés aux législatives de 2025 dans un contexte où des prises de position politiques se multiplient et où la bataille pour la représentation nationale s'intensifie. Dans la première partie de votre émission, nous reviendrons sur la récente sortie d'Awa Domelo qui apporte son soutien au candidat du PPACI aux législatives et invite les électeurs à se mobiliser pour le scrutin pendant que le parti de Laurent Gbagbo, lui, décide de ne pas participer à cette élection. Et puis, dans la seconde partie, nous allons bien sûr recevoir 2 candidats indépendants de la commune de Port-Bouët, déterminés à remporter cette élection et à être bien sûr des représentants du peuple ivoirien au sein de l'hémicycle. Mais avant la première partie dans laquelle nous recevons M. François Kouadio, il est membre de la direction de communication d'Awa Domelo. Bonsoir à vous, M. Kouadio. Bonsoir, Sidi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, avec vous ce soir, à des consultants, Maître Cédric Koné, conseiller juridique. Bonsoir, Maître Cédric Koné. Bonsoir, Sidik. Bon début de semaine à vous. Merci, je reçois. Dr Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Sidik. Bien. Alors, place à la première partie de notre émission législative 2025. Awa Domelo soutient les candidats PPACI et appelle au vote. Précision, le PPACI n'a pas de candidat à cette élection, même si ses cadres sont issus de ce parti politique. Première question, Monsieur Kouadio. Que révèle cette sortie d'Awa Domelo que nous avons tous lue hier, dimanche, sur les divisions internes au sein du PPACI concernant la participation ou le boycott des législatives ivoiriennes? Merci, Sidik. Nous, avec le ministre Awa Domelo, notre approche n'a pas changé. Nous sommes de cette vision qui dit qu'il faut aller contre le RHDP par des voies les plus régaliennes possibles. Et nous pensons que l'Assemblée nationale est l'un des endroits, je veux dire, les plus indiqués pour pouvoir en fait opposer en fait notre vision à celle du parti au pouvoir. Nous avons dit, si vous avez fait attention, nous avons dit que nous sommes face à un parti-État et nous voulons l'arrêter de manière légale. Et pour nous, la meilleure façon de le faire, c'est par les urnes. C'est en utilisant des moyens légaux, c'est en utilisant les outils que la République met à notre disposition. Et donc, dans ce cas de figure, nous pensons qu'une place de choix ou une place importante, une place significative au sein de l'hémicycle permettra bien évidemment de pouvoir mettre en place un programme qui pourra contraindre en fait le parti-État que nous constatons à se mettre dans une approche plus ouverte à la discussion, à comprendre qu'elle n'est pas dans un bateau où elle peut faire ce qu'elle veut. Je parle bien sûr du parti-État. Et donc pour nous, la place à l'hémicycle est une place à ne pas négliger. Il faut donc tout faire pour y être. C'est pour cela que nous avons dit, par la voix de notre président, que les Ivoiriens ont intérêt, ou du moins nous encourageons les Ivoiriens à s'exprimer pleinement à la prochaine élection législative. Et toutes les personnes qui ont senti judicieux de se lancer dans cette course à l'élection législative ont totalement le soutien de notre organisation, ont totalement le soutien de M. Awa Domelo. C'est pour ça que ce communiqué qui est sorti a dit clairement que nous soutenons tous ceux qui se sont engagés dans cette élection-là et nous encourageons les Ivoiriens. Notamment les candidats issus du PPACI. Oui, bien évidemment. Est-ce que ce n'est pas une manière voilée d'inviter à l'indiscipline, à ne pas se plier aux décisions du patron du parti et même du comité central qui est une instance importante du PPACI? Là, c'est vous qui le dites. Là, c'est vous qui le dites. Nous n'avons pas dit cela. Nous avons simplement dit que toutes les personnes qui ont jugé de leur foi intérieure qu'il serait judicieux de compétir, d'alimenter le débat politique, de contribuer à la dynamique politique de notre pays, nous les encourageons à le faire. De la même manière que nous avons encouragé tous ceux qui voulaient manifester par le bulletin de vote de le faire. Donc pour nous, nous encourageons. Mais nous ne sommes pas en train d'encourager aller à la dissidence. Puisque nous ne demandons pas aux membres du parti d'être candidats, nous soutenons ceux qui ont décidé d'être candidats. Il y a nuance. Bien. Alors, Maître Cédric Koné, quelle lecture faites-vous de ce communiqué du ministre Awa Domelo que nous avons tous lu hier? Quelle était votre première réaction? Non, je n'ai pas de lecture particulière, sinon que, à titre personnel, je reste fidèle au constat que j'ai fait. Il faut analyser toutes les élections qui se sont déroulées et en particulier celle à laquelle j'ai été partie prenante en 2023, alors les élections locales.
qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté une impréparation, mais la plus totale chez certains camarades qui se sont portés candidats. Alors, il y a eu une impréparation et je pense que l'appel à ne pas participer aux élections législatives que le président Laurent Gbagbo a lancé, c'est un appel qui peut être salutaire. Quand en politique, on veut vraiment avoir les très bonnes bases pour aller vers la victoire. On a vu l'épisode de l'élection présidentielle de 2025 qui est très récent, voilà, où la candidate du MGC s'est plainte de ne pas avoir pu rassembler 630 millions ou 65 ou 63 millions, je cite de mémoire, pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Ça montre à quel point il y a eu une impréparation. Donc, il ne faudrait pas confondre la vitesse et la précipitation quand on veut aller à une échéance. On a un problème d'impréparation. On a un problème même à s'accorder sur la teneur et la nature du discours. On a un problème même à respecter les lignes triomphantes dans les partis. Donc, on ne peut pas aller à une échéance électorale, parce que c'est quand même quelque chose de très sérieux. Vous prenez par exemple dans l'ensemble des bureaux de vote les effectifs qu'il faudrait avoir pour avoir une sécurité minimale. Alors Maître Koné, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que le PPACI ou les cadres du PPACI n'ont pas les moyens nécessaires pour aller à cette élection? Je suis en train de dire que pour aller à une élection, il faut une préparation suffisante pour réunir les conditions d'une victoire. Ce n'est pas ce que le parti a fait savoir dans son communiqué du comité central. Oui, mais le parti en filigrane dit quoi? L'élection présidentielle ne correspond pas aux élections locales. Pour aller à une élection locale, là, il faut avoir un ancrage qui, lui, est local, en plus de l'électorat captif que vous prenez pour garantir la victoire. Mais il faut le reconnaître, on a des cadres. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit quand il est arrivé le 9 août 2021 au comité central où il avait pris la décision de quitter le FPI. Il a dit, on a des gens qui ont été élus dans des circonscriptions, ils n'ont jamais mis les pieds dans leur circonscription. Et c'est quand il s'agit d'élections qui vont là-bas. Et il a caricaturé pour dire que les électeurs ont retoqué à certains candidats. Ah, c'est maintenant que tu nous connais, parce qu'il y a des élections. C'est ça la réalité. Parce que pour être fort au niveau national, il faut être très fort au plan local. Et quand on s'est coupé des réalités au niveau local, on ne peut pas prétendre à une élection. Vous ne partez ni aux funérailles, vous n'êtes pas présent pour les baptêmes, vous n'êtes pas présent pour les anniversaires. Vous parlez des cas du PPACI? Non, je parle de ceux qui se portent candidats. Parce qu'on connaît les réalités et on a l'avantage d'avoir les statistiques qui sont issues de l'élection de 2023. L'élection locale de 2023, on a toutes les statistiques. On a vu des candidats qui ont brillé par leur absence. On a vu des candidats dont les représentants n'étaient même pas capables de sécuriser le vote sur place. On a également vu la victoire de certains candidats qu'ils doivent à une partie des militants du PPACI qui se sont battus corps et âme pour arracher la victoire au RHDP. Donc quand on n'est pas en symbiose, on ne va pas aux élections. Bien. Alors, nous sommes rejoints par Valentin Zawi. Bonsoir Valentin Zawi. Bonsoir. Alors, Dr Daouda Ouattara, prochaine question. Est-ce que participer aux législatives malgré la décision du parti est une forme de dissidence ou un choix légitime dans une logique démocratique? Bon, dans la logique, c'est une forme de dissidence. Parce que quand le parti décide, tout le monde doit obéir. À partir du moment où on décide de passer à travers des décisions, c'est déjà une dissidence de façon implicite. Alors, comment comprendre donc la position d'Awa Domelo? Comment vous comprenez sa position quand il estime que boycotter revient à reproduire les erreurs du passé? C'est sa lecture. Est-ce qu'elle est fondée? Plus ou moins fondée, mais avant d'arriver à cette analyse, permettez-moi de soulever rapidement deux axes. Au fait, cet appel n'est pas fortuit parce que le ministre Awa Domelo, à travers ce soutien, veut montrer à la face du monde entier que ce n'était pas lui le problème. Le problème s'est situé ailleurs, notamment au niveau de la direction du parti.
puisque après son départ, on constate qu'il y a 22 cadres, et non des moines qui ont posé le même acte au niveau des élections locales. Alors, à travers cet appel, il veut amplifier encore plus les frictions au niveau du PPACI. Montrer à ces cadres-là qu'ils sont sur le droit chemin, ils ont le droit de continuer, ils doivent aller jusqu'au bout, mais en les poussant jusqu'au bout, le parti peut prendre des sanctions disciplinaires jusqu'à la radiation même de ces 22 cadres. Et en deuxième ressort, cet appel vise à leur tendre les bras pour dire que si le PPACI ne veut pas de vous, moi je vous accueille à bras ouverts, venez avec moi. Ce n'était pas moi le problème, c'était la direction du parti qui est le problème, ou bien même le président du parti qui est dépassé, mais qui s'accroche encore. Donc, continuez. Au cas où le parti vous sanctionne, vous venez avec moi. Ou bien, au cas où vous gagnez et que le parti ne veut pas de vous, moi, je suis prêt. Surtout que le ministre Awa Don Melo veut se positionner aujourd'hui comme le digne héritier du président Laurent Gbagbo. Donc, je crois bien qu'il est dans son rôle. Le rôle qu'il a joué d'ailleurs depuis le début, depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Donc, le ministre Awa Don Melo est en adéquation avec sa stratégie du début jusqu'à aujourd'hui. Bien. Valentin Zawi, quelle lecture vous faites de la déclaration de Awa Don Melo relative à ses candidatures indépendantes au sein du PPACI? Monsieur Awa Don Melo, il est cohérent avec lui-même. Il y a eu la séquence de la candidature de précaution proposée par CESFRON au niveau de son parti. Il n'a pas été suivi. Finalement, il allait en solo pour l'élection présidentielle. Et de ce fait-là, il a été relevé de ses fonctions. Mais il s'est toujours considéré comme un militant du PPACI et il n'a pas été exclu de ce parti-là. Donc là, on est à quelques semaines des législatives. Et puis, il y a d'autres militants de ce parti qui, en dépit de la décision du comité central du 6 novembre de l'année en cours, qui avait décidé que le PPACI n'allait pas participer aux législatives, en dépit de cette décision, il y a donc 22 cadres qui ont décidé d'y aller et qui ont été également révoqués, donc relevés de leurs fonctions, mais qui n'ont pas, si j'ai bien compris, été aussi exclus de leur parti. Donc, M. Awa Don Melo, il est cohérent avec lui-même. Pour la présidentielle, c'est lui qui avait pris la décision d'aller en solo. Là, il y a d'autres camarades qui décident, pour les législatives, j'ai failli dire pour un raccourci, de faire comme lui. Il est forcément solidaire, il ne peut pas faire autre chose que ça. Il est bien obligé, j'ai failli dire, de les soutenir, pour ne pas non plus qu'ils se sentent seuls, pour ne pas non plus qu'ils passent pour le vilain petit canard. Ils sont maintenant plusieurs, donc je pense qu'ils sont solidaires. Bien. Alors, Monsieur Kwadjo, vous allez faire une lecture de ce passage du communiqué de Awa Don Melo qui dit, je cite, aussi pour atteindre cet objectif stratégique, le PPACI, lors de la convention du 10 mai 2024, a-t-il aligné ses choix tactiques à objectifs stratégiques en prenant l'option de participer à toutes les élections pour faire la promotion de sa nouvelle vision de la Côte d'Ivoire et conquérir le pouvoir d'État pour sa mise en œuvre. Comme toute attente, il est de constat que les décisions pendant les périodes électorales ont pour conséquence de reproduire les erreurs du passé et de consolider l'emprise du parti-État, rendant encore plus puissant celui qu'on veut congédier en lui déroulant le tapis rouge pour l'exécutif et le législatif. Réaction là-dessus? Oui, le constat, il est simple. Supposons qu'aujourd'hui, le PPACI, qui a ses raisons, décide de ne pas aller aux élections, ce qu'ils ont décidé de faire d'ailleurs, et que les autres partis, par solidarité, décident de faire comme le PPACI. Cela voudrait dire que la majorité à l'Assemblée, au niveau de l'hémicycle, sera totalement écrasante pour le RHDP. C'est un boulevard à tous les excès possibles. Le parti au pouvoir, que nous appelons parti-État, pourrait oublier que nous sommes dans un État et se considérer comme étant dans un parti politique, c'est-à-dire gérer l'État comme étant un parti politique. En d'autres termes, il pourrait demain décider de changer la Constitution et permettre au président Ouattara de faire un 5e mandat.
il pourrait demain décider que voilà, nous avons besoin maintenant de changer le statut de notre pays, passer à un régime parlementaire, et désormais, donc, il n'y a plus d'élection présidentielle, c'est que les députés qui sont amenés à choisir le nouveau président de la République. Il pourrait décider, par exemple, qu'au lieu de 5 ans, on passe à 10 ans la durée d'un seul mandat. Donc, pour ne pas être dans un cas de figure où il n'y a pas de contre-pouvoir en face, nous avons jugé utile de, même si les conditions sont, on va dire, perfectibles, on peut quand même commencer déjà à vouloir améliorer le système tout en y étant. Il est plus simple de changer un système de l'intérieur que de l'extérieur. Donc nous, c'est la même logique. Nous sommes restés constants et cohérents. Nous disons, c'est vrai que les conditions optimales ne sont pas réunies, mais les conditions minimalistes sont là pour avoir des possibilités d'amélioration. Sur cette base, nous pensons donc qu'au lieu de dérouler un tapis rouge au RHDP, nous pensons qu'il serait bien de mettre en place un système dans lequel le RHDP se sent un peu contrôlé par une force d'opposition, même si elle n'est pas significative, mais existante. Bien. De votre lecture personnelle, Oui. est-ce que vous pensez que ces candidatures indépendantes proches du PPACI pourraient constituer ce que vous appelez le contre-pouvoir? Il n'y a pas que les candidatures du PPACI. On parle de toute l'opposition. Il y a ADC, il y a PDC. Mais qui il y a... défendront leur cause. Les futurs députés du PDC-RDA défendront les causes du parti PDC-RDA. Mais là, il s'agit des candidats indépendants qui viennent du PPACI. L'idée, c'est de, par des petites actions, avoir des impacts beaucoup plus importants. Nous pensons que chaque parti politique d'opposition pourrait se retrouver sur des questions stratégiques sur lesquelles on pourrait être un contrepoids en face du RHDP. Donc pour nous, d'abord, même si nous sommes 20, 25 candidats éventuellement qui pourraient gagner les élections, mais plusieurs petits 20, plusieurs petits 10, plusieurs 5, 10, 15, 2, 3, 4, 5 pourraient faire le contrepoids. Nous voulons dire qu'il y a possibilité. Non, au quatrième mandat, ce n'est pas juste dans la rue, juste au niveau de l'élection présidentielle, mais c'est aussi au niveau de l'hémicycle. Donc nous sommes dans une continuité dans laquelle nous pensons qu'une alternative d'opposition est encore possible, mais dans l'hémicycle. C'est cette façon de faire la chose politique nouvelle que nous défendons. Nous pensons que la méthode de la chaise vide n'a plus vraiment sa place dans ce nouvel écosystème ivoirien. Voilà pourquoi nous sommes pour ceux qui pensent que nous devons encourager tous ceux qui vont à l'élection législative et encourager les Ivoiriens à aller participer massivement pour que le résultat, au soir des résultats de l'élection de décembre, pour l'élection législative, soit assez significatif de ce que les Ivoiriens veulent avoir un changement et qui va se manifester au niveau de l'hémicycle. Bien. Maître Cédric Kone, Awa Don-Melo accuse la dernière décision du comité central du PPACI d'être, je cite, émotionnelle et incohérente. Quel élément donne du poids ou affaiblisse cette critique d'Awa Don-Melo? Ça reste un avis qui est transformé en opinion, qui est diffusé dans les médias. Mais c'est toujours un avis. Parce que de toutes les façons, quand vous prenez l'histoire de notre pays, et toujours il faut s'en rappeler en fait. Généralement, quand on observe 10 années de vie terrestre, dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Mais 10 ans dans la vie d'une nation, c'est rien. C'est juste un petit passage et tout ça. Et donc, quand vous prenez l'accession au pouvoir de Laurent Gbagbo jusqu'à la fin brutale de son pouvoir et son retour en 2021, vous allez constater que gravitent autour de Laurent Gbagbo des gens qu'on peut qualifier à bon escient de profiteurs, voilà, qui profitent de l'aura de Laurent Gbagbo sans comprendre les fondements de sa démarche, sans comprendre les fondements de l'idéologie qu'il incarne et qu'il défend, et qui se sont mis dans l'arène politique avec lui, à tel point qu'ils sont incapables de dupliquer un certain nombre de réflexes qu'il a mis en place et qui sont incapables de se poser en alternative véritable. Quand vous observez sur la scène politique, après Houphouët-Boigny, qui est le père de la nation, l'un des hommes politiques qu'on connaît dans tous les confins de notre nation, c'est Laurent Gbagbo, qui a pris le temps de sillonner étape par étape toutes les villes, les villages, les hameaux et les départements de Côte d'Ivoire, qui a dormi dans les cases de certains paysans, qui a dormi dans les cases des villageois. Donc, il connaît la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire le connaît. Et ce Laurent Gbagbo-là ne s'est pas présenté devant les Ivoiriens sans fond.
Voilà, il a parlé de l'idéologie socialisme, il a montré un certain nombre de mécanismes qui, nous, au niveau de notre État, pouvaient nous aider, la déconcentration, la décentralisation, la rétrocession de la gestion de la filière café-cacao aux paysans. Voilà, quand vous mettez tout ça dans la balance et vous regardez le discours de certains politiques qui ont marché avec Laurent Gbagbo sans observer la démarche de Laurent Gbagbo, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, la direction du PPACI a pris une décision qui, de mon point de vue, est importante parce qu'elle permet de faire table rase de toutes les scories auxquelles on a assisté de sa venue en 2021 jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans la psychologie de certains, c'était du tout cuit. Ils ne se sont pas mis dans une idéologie de combat politique, mais ils se sont mis dans une idéologie de... Puisque Laurent Gbagbo arrive, ça veut dire que quand il quitte Bruxelles le 17 juin 2021 et qu'il arrive à Abidjan, le boulevard lui est ouvert pour qu'il aille s'asseoir au plateau. Donc c'est pour ça qu'on a eu un afflux massif d'anciens venus, de traites, de lâches et de nouveaux venus. Résultat des comptes, oui, le mot n'est pas fort, hein, c'est une analyse qui est juste, crédible, transparente. Résultat des comptes, il n'arrive pas à aller aux élections, donc il est lâché de toutes parts, il est lynché également par certains de ses anciens lieutenants. Mais tout ça permet aujourd'hui d'enrichir la mémoire collective pour bien faire les choses pour demain. Pour que demain, celui qui va se présenter en alternative au président Laurent Gbagbo puisse non seulement retenir les leçons du passé, mais poser les jalons d'une véritable accession au pouvoir de l'État. Bien. Docteur Daouda Ouattara, est-ce que l'appel de Awa Domelo à voter massivement le 27 décembre peut-il réellement mobiliser une base militante, notamment celle du PPACI, habituée au mot d'ordre de boycott? Bien, son appel va toucher certainement ses propres partisans, surtout avec son piètre score qu'on a vu. Malgré l'appel de Laurent Gbagbo? Oui, oui. Malgré son... Mais ce sont ses partisans. C'est-à-dire son appel s'adresse à lui, ses partisans qui sont dans les zones peut-être des différents candidats issus du PPACI qui vont sortir, qui vont s'ajouter aux partisans de ces derniers-là pour constituer peut-être un électorat au niveau local. Sinon, avec le piètre score qu'on a vu aux élections présidentielles, je ne pense pas que son appel puisse changer quoi que ce soit dans le score de ces candidats indépendants. Alors, pour revenir rapidement sur le propos de Cédric Koné, moi, je veux lui faire comprendre qu'on peut avoir été grand homme politique ou bien on peut avoir tout réussi politiquement et puis sortir par la petite porte. Ici, nous sommes en train de parler au présent. Nous ne sommes pas en train de parler du passé. Alors, ce sont les dernières décisions, d'autant plus que actuellement le président Laurent Gbagbo est en train de préparer sa succession. Ce sont ces dernières décisions qu'il est en train de prendre à la tête du PPACI. Si elles sont bonnes, il va sortir par la grande porte. Si elles sont mauvaises, il va sortir par la petite porte. Sortir par la petite porte avec le départ avec lui du PPACI. Parce que certaines décisions pourraient effacer le PPACI de l'échiquier politique ivoirien. Donc, c'est ce que d'autres pensent. Je pense que c'est un peu prétentieux de le dire ainsi. Il dit pourrait. C'est ce que pensent certaines personnes. C'est ce que pensent certaines personnes. Alors, on a pensé que le PDCI allait disparaître après le coup d'État de 1999. Des gens le comme PDCI est là aujourd'hui. Des fidèles lieutenants comme le ministre Awa Domelo qui ont fait près de 40 ans avec le monsieur. On ne peut pas se lever aujourd'hui pour les traiter de tous les noms. Est-ce que tu te remémores l'histoire du FPI? Non, est-ce que tu te remémores l'histoire du FPI? On ne peut pas les traiter de tous les noms. Un leader comme Blaise Lasme, on ne peut pas le traiter de tous les noms parce qu'il veut aller coûte que coûte à ces élections. Un gars comme Dali, Arthur Dali de Lakota, avec, comment on appelle ça, l'autre là, Stéphane Kipré, on ne peut pas les traiter de tous les noms. Ce sont des fidèles lieutenants. Donc, en les traitant de tous les noms, bon, ça peut les décourager, puis ça peut les encourager à aller vers le ministre Awa Domelo. Et au finish même, votre posture actuelle est en train de donner raison à la décision qu'avait prise le ministre Awa Domelo. Donc, je pense que son appel là va dans ce sens pour dire que les gars, j'ai eu raison trop tôt.
Le vieux, il ne veut pas qu'on décolle ou bien que le parti décolle. Il veut partir à la retraite avec le parti. C'est qui le vieux? C'est le vieux qu'a dit le président Laurent Gbagbo, bien sûr. Ah, le président Laurent Gbagbo veut peut-être partir à la retraite avec le parti. Il est temps que vous me rejoigniez pour qu'on continue le combat. Bien. Bien. Alors, Valentin Zawi, dernière question pour vous. Est-ce que pour vous également, cet appel d'Awa Domelo aura un véritable impact sur l'électorat, notamment l'électorat captif du PPACI? C'est une très bonne question. À l'épreuve, on verra. Mais avec votre permission, je vais revenir d'un mot sur les propos de Maître Sadi Kone, qui ne nous a pas habitués à avoir des mots aussi durs envers ses camarades militants. On ne peut pas dire que parce qu'aujourd'hui les gens ont un point de vue divergent, sont des profiteurs ou n'ont jamais été utiles dans ce parti. Ils ont fait schéma avec... Non, je ne les indexe pas directement. Non, mais vous avez quand même parlé de profiteurs. Je n'ai cité personne. Oui, mais, voilà, mon propos était très clair. Compris après, moi, je dis, vous déduisez, voilà, ça c'est une bonne chose, mais mes propos m'engagent sur ce plateau-là. On le sait à suffisance, le monde politique n'est pas le monde des bisounours, autrement ça se saurait. Mais après, j'estime que bon... On peut être d'accord aujourd'hui, ne pas être d'accord demain. Ce n'est pas pour autant que les gens vont perdre toutes leurs qualités. Mais bon, passons. Écoutez, on est en Côte d'Ivoire. Nous avons des leaders qui sont des leaders charismatiques. Hein, et en sociologie, pour nous, ça veut dire beaucoup. Mais bon, je ne vais pas détailler. Mais cette légitimité-là, elle convoque parfois des qualités exceptionnelles. Quand on pense au président Laurent Gbagbo, quand on pense au président Alassane Ouattara par rapport à leurs partisans, c'est des gens qui ont un poids important. Et on l'a vu, c'est dans ce pays que certains camarades du président Laurent Gbagbo ont pris leur distance, ont été candidats et on a vu ce qu'ils valaient. Donc ça donne à réfléchir. Qu'aujourd'hui, des cadres de ce parti décident d'aller en dépit, n'est-ce pas, de leur parti à ces législatives-là, mais le 27 décembre, on verra ce qu'ils valent. Après, M. Awa Domelo, c'est un citoyen, c'est un militant, c'est un acteur politique. Comme je l'ai dit, il est solidaire de ses camarades qui ont décidé de ne pas respecter la décision du parti. Sur le terrain, il en parlait, Cédric, c'est l'ancrage local qui va jouer. Donc, ce qui a été avancé, la plupart de ces cadres ont dit que non, ils avaient la paix de leur population, qui ont souhaité, j'ai failli dire Militari qu'il soit candidat. Donc, le 27 décembre, c'est pas loin. Il y aura le scrutin. Et puis, au sorti du scrutin, on verra, comme on l'a aussi vu pour le ministre Awa Domelo, à l'issue du 25 octobre 2025, là, on a vu ce qu'il valait. On verra qui aura raison. On aura aussi, parfois voilà, les faits sont têtus, on peut toujours être dans les supputations, mais bon, le 27 n'est pas loin, on verra. Bien. François Kouadio, dernière question sur ce sujet. Est-ce que cette sortie ouvre la voie à un débat profond, plus profond bien sûr, sur la transformation de la gauche ivoirienne incarnée par le président Laurent Gbagbo, comme il le souhaite, ou s'agit-il d'un simple positionnement individuel? Déjà, il faut dire qu'il y a... L'écosystème ivoirien politique est en train de connaître un changement générationnel important. Nous sommes à la fin d'un cycle. Que vous le vouliez ou pas, que nous soyons du PDCI, du RHDP, du PPA, une chose est sûre, il y a un changement générationnel qui est en cours. Donc, sur cette base-là, ça peut être considéré comme étant des positionnements individuels, ou bien, comme dans notre approche à nous, nous sommes en train de travailler à pouvoir structurer, ou du moins restructurer la gauche autour d'une famille qui est actuellement émiettée. Nous savons que la tâche sera fastidieuse, voire très longue. Mais nous travaillons de manière minutieuse à trouver les ressources, trouver les bonnes personnes, avoir les bonnes approches afin que toute la gauche puisse se retrouver dans un an, dans 2 ans. D'un parti politique en gestation. C'est vous qui le dites. Pour le moment, nous travaillons à mieux structurer notre approche. Et je pense autour du premier trimestre 2026, le Premier ministre Awa Domelo lui-même pourra vous dire concrètement ce qu'il en est. Le ministre, pardon. Merci. Le ministre Awa Domelo. C'est un lapsus qui me surprend. Le ministre Awa Domelo, en fait, prendra la parole pour dire concrètement la vision qu'il veut donner en fait, à cette idéologie que nous avons, à cette vision que nous avons, afin d'insuffler une dynamique qui pourra drainer en fait, toute la gauche. La vision elle est claire. Ressouder la gauche. La vision elle est claire, avoir un contre-pouvoir qui met l'humain au centre, qui met le souverainisme national au centre des décisions d'État.
Nous sommes contents de voir aujourd'hui que l'État ivoirien est en train de mettre en place un budget de souveraineté, ce qui n'existait pas, mais qui était en fait l'un des points forts de notre programme de société. Donc pour nous, nous avons émis une idée qui a été reprise par les gens d'en face. C'est une bonne chose, mais on va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire faire tout pour que cette gauche-là retrouve ses lettres de noblesse afin qu'on puisse vraiment proposer des choses aux Ivoiriens qui vont contribuer effectivement à améliorer leurs conditions de vie. Donc pour nous, la démarche, elle est bonne. Nous sommes dans une bonne dynamique. Il faut juste que nous soyons un peu patients pour commencer à voir les retombées de notre travail. Bien, alors c'est l'heure du chiffre du jour. C'est une autre actualité, une grande actualité. D'ailleurs, la grande note de ce lundi, elle est consacrée au COJEP de Charles Blé Goudé. Le chiffre du jour 3, le COJEP de Charles Blé Goudé a annoncé ce lundi 24 novembre 2025 son retrait définitif de la CAPCI, entendez la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, estimant que les conditions d'une collaboration sincère ne sont plus réunies. Il s'agit du troisième retrait officiel de la coalition après celle du renouveau démocratique de Lamoussa Dianko en juin 2025, dénonçant un déficit de démocratie, un manque de transparence dans la gouvernance interne et des décisions unilatérales au sein de la plateforme. Et puis, la deuxième était celle d'Objectif République de Paul Hervé Agoubli le 4 novembre dernier. Puis vient aujourd'hui cette troisième décision de se retirer de la CAPCI avec le COJEP de Charles Blé Goudé. Commentaire, Dr Daouda Ouattara. Alors, le retrait du COJEP de la CAPCI ne surprend pas trop parce que quand on sait la manière dont cette coalition ou bien cette formation politique a été mise en place avec les objectifs. Et quelques mois plus tard, on se rend compte qu'aucun des objectifs n'a été atteint. Alors, pour un parti politique qui vise loin, qui veut s'affirmer, qui veut bien s'affranchir, moi, je pense que se retirer de cette plateforme-là, c'est la meilleure des décisions. Moi, je pense que le retrait même est un peu tardif. Ça devait se faire depuis peut-être début octobre ou bien surtout quand il a choisi d'aider l'ancienne première dame aux élections présidentielles. Moi, je pense que c'était à ce moment-là qu'il devait quitter cette plateforme-là. Merci, docteur. Maître Cédric Koné. Les coalitions, c'est comme les partis politiques. On vient quand on estime que le cadre rassemble et puis réunit toutes les aspirations auxquelles on croit et qu'on défend. Et puis, quand on se rend compte qu'on n'a pas été lucide sur la destination au départ, on s'en va et c'est ce qui s'est passé. Bien. Valentin Zawi, commentaire sur cette actualité. Écoutez, pas besoin d'être Nostradamus pour prédire ce qui vient de se passer. Ça fait partie de notre vie politique, les alliances, les mésalliances. Voilà, ça va, ça vient. On est bien habitué à ces mouvements. Les gens se sont réunis par rapport à des objectifs qu'ils ont définis clairement. Ils voulaient que le processus électoral soit géré de façon plus crédible, que la liste électorale, enfin, vous connaissez un peu la chanson. Au final... Au niveau de la CEI, il n'y a pas eu de changement. Mais justement, on pourrait assister à ces mêmes recommandations en 2030, à la veille des élections. Si la CEI a quand les coalitions se font et se défont. Mais écoutez, M. Sidi, que voulez-vous que je vous dise? Les coalitions se font et se défont en fonction des raisons, des causes, des circonstances. Merci, M. Kouadé, de me passer l'expression. Oui, donc voilà, ils s'étaient mis ensemble par rapport à des objectifs. Au final, ces objectifs n'ont pas été atteints. Après, certains ont estimé que d'autres avaient trahi, n'avaient pas eu la bonne attitude. Bref, c'est des êtres humains comme vous et moi. Hein. Donc à la fin, ça vole en éclats. C'était prévisible. Merci. Bien. François Kouadio. Je ne vais pas recréer l'eau chaude. C'est ce qui a été dit va dans le même sens que ce que je vais aussi dire, mais je vais essayer de le dire plus simplement avec les mots que moi je pense juste. C'est que le COJEP ne se sent plus bien dans la coalition. La coalition n'a pas pu atteindre ses objectifs fixés. Par conséquent, la coalition n'a plus trop raison d'être. Donc, se retirer, pour moi, c'est faire acte de bon sens, tout comme l'a fait M. Paul Agoubli, comme l'a fait quelqu'un avant lui et comme l'a fait maintenant Charles Blé Goudé. Donc, pour moi, pour nous, c'est une coalition qui peut-être avait de bonnes intentions, mais n'avait pas les moyens ou du moins la capacité de mener à bien en fait, ses objectifs.
Et comme là, maintenant, l'échéance principale qui était souhaitée, je vais dire qui souhaitait améliorer ou du moins transformer ou modifier, a finalement eu lieu. On tend vers un quatrième mandat confirmé du président Ouattara. Donc, il n'y a plus de raison, je veux dire, aujourd'hui de mener une bataille au sein de la CAP. Donc, pour moi, c'est la pure lucidité de Charles Blé Goudé qui se retire aujourd'hui, qui, je pense aussi, aurait bien pu le faire beaucoup plus tôt lorsqu'il a commencé à totalement soutenir l'ex-première dame Simone Gbagbo. Bien, merci François Kouadio d'être passé. Je rappelle que vous êtes membre de la direction de communication du ministre Awa Domelo. Merci à vous aussi, Maître Cédric Kony. On se donne rendez-vous au cours de la semaine. Ça a été un plaisir de se voir en début de semaine et puis on se verra au cours de la semaine, comme vous dites. Alors, pour vous accompagner, la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour de la pub et rejoints par 2 candidats indépendants aux législatives dans la circonscription de Port-Boué commune. Monsieur Bandé Karamoko, bonsoir à vous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À votre côté, un autre candidat dans cette commune du sud d'Abidjan, Hussein Tapili. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Ce soir, 2 consultants pour vous questionner. Bien sûr, on commence d'abord avec la première question. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la priorité absolue pour les habitants de Port-Boué, M. Bandé? Alors, il faut dire que pour les habitants de Port-Boué, les priorités sont diverses, mais on peut déjà inscrire en ligne des mires. Que pourront résoudre un député? Bien évidemment, en ligne des mires, on pourra inscrire le phénomène de la protection de l'habitat. Vous savez, Port-Boué, c'est une commune qui, malheureusement, est à forte concentration de quartiers précaires. Et ces quartiers, malheureusement, sont en proie à des projets de déguerpissement, tout azimut. Des déguerpissements qui, souvent, malheureusement, ne répondent pas aux normes. Donc, en tant que député, moi, je pense qu'il faut initier un projet de loi allant dans le sens de la protection de l'habitat précaire. Alors, ça, c'est une priorité. On pourrait également aussi en citer d'autres, si vous voulez. Bien. Dr Daouda Ouattara, pour M. Tapili. Pour M. Tapili, alors, Port-Boué étant une commune située sur le littoral, alors, pour M. Tapili, pensez-vous qu'ils doivent avoir une loi littorale pour protéger cette commune? Oui, effectivement, vous êtes tous sans ignorer que nous avons, dans les années précédentes, suivi le rapport universitaire qui faisait étude de l'érosion côtière, qui menace véritablement plusieurs habitations. M. Bandé vient de le dire, Port-Boué est une commune qui est à forte concentration de quartiers précaires et ces personnes qui habitent généralement vers les littorales sont véritablement exposées. Et donc pour moi, ces personnes aussi ont droit à être protégées. Et pour moi, je pense que c'est plus que nécessaire, même d'ailleurs, de pouvoir voter des lois ou prendre des mesures pour pouvoir protéger cette population et permettre à ce que ces personnes puissent également vivre de façon décente. Figurez-vous que pour moi, chaque personne a droit à une dignité et je pense que c'est une action qui permettra de restaurer la dignité de ces populations. Alors, M. Bandé, quelle pourrait être peut-être cette loi littorale pour protéger cette commune que vous convoitez tant? Alors, la loi littorale, on pourra initier, par exemple, une proposition de loi, n'est-ce pas, allant dans le sens de respecter, bien évidemment, d'abord, dans un premier temps, la loi peut-être sur l'expropriation. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui parle de l'expropriation. Nous sommes tous sans ignorer que l'État a la primauté sur les terres, d'accord? Et lorsque l'État veut déplacer des populations pour des raisons quelconques, que ce soit pour des raisons d'utilité publique ou bien pour d'autres raisons, l'État doit bien évidemment prévoir des points de chute d'abord pour ces populations et également, bien entendu, faire une indemnisation préalable et juste, d'accord, avant donc de déplacer ces populations. Nous savons tous que ces populations, à cet endroit précis de la commune, sont exposées. L'érosion côtière, malheureusement, est un phénomène mondial. Et malheureusement, chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, Port-Boué est l'une des communes, n'est-ce pas, balnéaires, qui fait face à cette problématique. Donc, il va falloir résoudre en tout cas le problème. Donc, pour me résumer, la loi qui pourra certainement protéger ces populations qui sont au niveau du littoral de Port-Boué, il faut bien évidemment amener l'État, si lorsqu'on doit déplacer cette population, que la loi, en tout cas sur l'expropriation, soit donc respectée. Et bien évidemment, il faut encadrer cela aussi pour ne pas que la population soit jetée dans les rues sans des mesures d'accompagnement, comme nous le constatons par moment à Abidjan ici. Bien. Valentin Zawi. Oui, moi j'avais envie d'avoir votre avis sur l'existence même de la CEI,
Depuis 24 ans que la CEI existe, on observe en règle générale que le parti présidentiel est très confortable par rapport à la gestion de la CEI et les acteurs de l'opposition de la société civile ont toujours beaucoup de choses à reprocher à cette CEI-là. On l'a encore observé il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous vous déterminez par rapport à la CEI? Vous avez confiance dans cette structure? Bien. Alors, on commencera par M. Tapili, Oui, ensuite M. voilà. Karamoko. Monsieur Tapili, comment est-ce que vous positionnez? Quel est votre avis sur le travail fait par la CEI? Vous avez confiance dans cette structure? Oui, je tiens à rappeler que j'ai été également candidat en 2021 lors des législatives et je n'ai remarqué aucune difficulté ou action qui pourrait prêter à confusion ou qui pourrait me faire douter de cette CEI. Donc pour ma part, j'accorde une grande crédibilité à cette organisation et pour ma part, ça va. Et votre crédibilité, votre confiance, vous la motivez par rapport à quoi? Vous dites ils respectent les règles, ils font ce qu'ils ont à faire Je pense que les règles sont déjà préétablies et nous sommes tous informés des règles du jeu et comment est-ce que les choses vont se passer. Et je pense que la CEI veille à ce que les règles soient respectées et que chaque candidat puisse être conformé à ces règles. Et c'est ce que nous avons pu constater jusqu'à aujourd'hui pendant les élections législatives pour ma part. C'est sur ça que je m'intéresse. Et je pense que jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'incohérence ou de difficulté à mettre sur la table ou à contester. D'accord. J'ai envie de m'adresser aux jeunes que vous êtes parce que vous êtes doctorant, vous avez 25 ans, si j'ai bien compris. Il devait y avoir une RLE cette année, ça n'a pas été fait par la CEI. Vous dites peut-être que les jeunes auraient pu s'enrôler, ils auraient pu voter pour moi, vous, ça ne vous pose pas de problème. Par exemple. Je pense que pour moi, c'était d'abord de plaidoyer. Et je pense qu'on a fait quand même des actions. On a dû écrire et on a même fait des posts sur nos réseaux sociaux demandant à ce que ce processus-là puisse être possible. Parce que pour nous, c'est important que chaque Ivoirien puisse s'exprimer, vu que le Parlement, c'est l'endroit où l'on parle au nom de la population. Et c'est important que le peuple puisse choisir son représentant au niveau du Parlement. Et donc, pour moi, si tous les jeunes ne sont pas enrôlés et que les populations également, tout le monde n'est pas enrôlé, je pense qu'il y a une difficulté parce qu'on aura un député, mais qui pourra ne pas être désigné par l'ensemble des populations. Mais je pense qu'à toute action ou à tout événement, il y a des règles. Et je pense que ces règles ont été définies et c'est à nous de nous conformer à ces différentes règles-là. Mais pour nous, ça sera un plaidoyer si cela est possible. Et je pense que pour les élections à venir, il faudrait que cette organisation également puisse prendre en compte ces différents faits-là, afin que l'élection soit plus représentative et amener la majeure partie de la population à s'intéresser et à donner son point de vue, ce qui est véritablement très important pour les choix futurs pour notre nation. C'est ce qu'on espère le nombre d'Ivoiriens, mais ce n'est pas le cas. Monsieur Bandé, on parle d'une élection locale, en l'occurrence, parce que c'est vrai que le député, il est élu, il est député de la nation, mais il faut avoir un ancrage local. Pourquoi Port-Bouilly pour vous? Et pensez-vous avoir tous les outils, les bons arguments pour convaincre la population de Port-Bouilly à voter pour vous? Alors, Port-Bouilly pour moi, simplement parce que d'abord, je suis natif de cette commune, d'une part, d'autre part également depuis plus d'une décennie. C'est un secret de polichinelle, toute la commune le sait, en matière d'action sociale, en matière d'assistance aux personnes vulnérables, aux personnes démunies, et également la dénonciation des abus auxquels cette population fait face. Alors, mais concrètement, pardon, pour peut-être quelques rares populations, enfin personnes de Port-Bouilly qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous avez fait pour que... Alors, j'ai fait tellement d'actions que lorsque je vais commencer à guériner le chapelet des actions, ici peut-être qu'on ne pourra pas en finir, mais quelques-unes, mais j'ai aussi quelques-unes, la majeure partie. Qu'un député aurait dû faire. Ah oui, bien évidemment. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça forcément ce qu'un député aurait dû faire. Oui, si, bien évidemment. Alors, une action qu'un député aurait pu faire, par exemple, vous savez que la commune de Port, malheureusement, dans ces 5 dernières années, est l'une des communes qui, malheureusement, a connu le phénomène du déguerpissement, comme je l'ai dit tantôt. Alors, en tant que bon député de la commune, les députés auraient pu, par leur action, n'est-ce pas, encadrer ce déguerpissement ou bien même les empêcher. Ils ne l'ont pas fait. Au pire des cas, ils ne l'ont pas fait. L'opération a été donc exécutée. Et ce déguerpissement, surtout celui de l'abattoir, s'est passé dans la violation totale des normes et des règles d'un déguerpissement. Alors, les députés en fonction auraient pu convoquer le déguerpisseur devant le Parlement pour qu'il s'explique devant la nation, d'accord? Parce qu'on ne peut pas admettre qu'on vient déguerpir des concessions la nuit, d'accord? Déguerpir des commerces avec tout le contenu la nuit. J'étais toute une population à la rue, sans aucune mesure d'accompagnement.
et on avance des raisons d'inondation et de lutte contre les désordres urbains pour déguerpir des gens. Et plus tard, le lieu, on le morcelle et on le donne aux opérateurs privés. Vous voyez que c'est tellement flagrant. Les députés en exercice auraient pu convoquer le déguerpisseur devant la nation. C'est aussi ça le rôle aussi du député. Quand on parle de contrôler l'action du gouvernement, le député peut interroger le gouvernement sur certaines actions. Et les députés en fonction auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Je ne suis pas député, certes. Je n'ai pas ce pouvoir-là, je n'ai pas ce outil-là. Mais ce que j'ai pu faire, moi, j'ai fait le tour pratiquement de tous les plateaux télé et j'ai dénoncé ce déguerpissement. D'accord? Et en amont, bien entendu, moi, j'ai adressé des correspondances aux autorités ça et là pour dire que ce déguerpissement ne doit pas avoir lieu. Il y a des quartiers qui étaient menacés de déguerpissement et mon action a pu empêcher ce déguerpissement au niveau de la commune. Alors ça, je parle du volet déguerpissement. Alors quand on prend le volet social, par exemple, Port-Bouët, c'est une commune où par endroit, il y a des inondations. Pendant les périodes d'inondation, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas non plus de force, n'est-ce pas, pour arrêter ces inondations. Mais j'assiste la population en matière sociale. En matière sociale, j'assiste les populations avec des vivres et des non-vivres également. Pendant la période de coronavirus, j'étais l'un des rares cadres de la commune de Port-Bouët à avoir assisté cette population à travers la distribution de kits alimentaires et de kits hygiéniques. Ça, je l'ai fait. Vous avez beaucoup de moyens, apparemment, monsieur Bandé. Non, pas que j'ai beaucoup de moyens. Il y a des actions que je fais avec mes propres moyens, il y a des actions que je fais également avec l'aide de mes partenaires. Moi, j'ai doté la commune de Port-Bouët de 52 forages d'eau, d'accord? Parce qu'en réalité, à Port-Bouët, malheureusement, il y a des endroits à Port-Bouët où l'accès à l'eau potable est tout un problème, d'accord? Alors, moi, je me dis qu'un député, franchement, qui est soucieux, c'est vrai, il n'a pas les outils nécessaires en termes de budget. Le député également n'est pas un agent en développement, comme on le dit, mais le député peut initier des actions au Parlement, à l'effet d'initier, par exemple, des enquêtes parlementaires sur la problématique d'eau à Port-Bouët pour qu'on puisse trouver une solution. N'étant pas à cet endroit-là, ne disposant pas non plus de cet outil décisionnel, alors moi, j'ai pu, avec mes partenaires, j'ai doté la commune de Port-Bouët de 52 forages d'eau, et c'est des actions qui sont palpables, qui sont visibles et qui sont vérifiables un peu partout, d'accord? Ça, ce sont des actions que j'ai faites. Et à Port-Bouët, d'aucuns me confondent avec le député. Moi, j'ai des reportages où les gens m'appellent monsieur le député, eu égard aux actions que j'ai faites. Les deux députés présents sont toujours absents. Il ne faut même pas leur travail de député. Je ne suis pas en train de faire le procès, mais je dis à qui veut l'entendre. Ça y ressemble, hein, parce que... Non, je ne fais pas le procès, mais je dis à qui veut l'entendre, par décence et par respect pour la population de Port-Bouët, ces deux devraient plus se présenter encore aux élections législatives. Parce que ces candidats, ils n'ont pas fait le travail pour lequel ils ont été élus. Ne serait-ce qu'un seul compte-rendu des lois votées à l'Assemblée nationale. Même les députés de l'intérieur du pays, après chaque session parlementaire, se retournent dans les bourgades, dans les villages, ils rassemblent la population. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, oui, dans un français accessible, ils leur expliquent les projets de loi votés. Mais ceux-là ne l'ont pas fait. Aucune explication. Merci, M. Bandé. Alors, M. Tapili, qu'est-ce qui, selon vous, manque le plus dans la représentation actuelle de Port-Bouët à l'Assemblée nationale? Déjà, je dirais qu'il manque beaucoup. L'Assemblée nationale, en réalité, est le lieu où on entend la parole des sans-voix, de ceux qu'on n'écoute presque jamais. Et pour moi, je pense que la voix de Port-Bouët est pratiquement absente à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est important qu'on puisse permettre aux jeunes de Port-Bouët d'avoir des échos, d'avoir la parole et de se prononcer sur des choses qui sont vraiment très importantes. Figurez-vous, comme M. Bandé était en train de le dire, nous, on n'a pas vu véritablement de députés et même une seule proposition de loi eu égard de toutes les difficultés que vivent les jeunes à Port-Bouët. On a parlé des déguerpissements. On a vu comment est-ce que cela a apporté des coups sur les jeunes de Port-Bouët qui sont laissés pour compte. Pour certains d'entre eux, ça s'est passé en pleine année académique, je vous dis. Beaucoup étaient étudiants, beaucoup étaient élèves. On ne sait pas où ces personnes sont retrouvées. D'autres ont vu leur scolarité s'arrêter là. Et donc, je vais dire que ces jeunes-là n'ont pas été écoutés véritablement. Et je pense que... Mais pardon, rassurez-nous, il n'y a pas que des jeunes à Port-Bouët. Oui, il n'y a pas que des jeunes à Port-Bouët. Ça, c'est juste un point que je prends. Je suis un candidat qui vient parler au nom des sans-voix. Et quand je parle des sans-voix, je parle des jeunes, des femmes, des parents, pères et mères, et de toute la population de Port-Bouët. En réalité, il y a eu des problèmes qui touchent chacun de ces secteurs-là. Aujourd'hui, comme on est en train de dire à Port-Bouët, et non simplement peut-être pas à Port-Bouët, partout, le panier de la ménagère commence à se faire à se vider. Et en réalité, je me dis que si l'Assemblée avait véritablement très bien fonctionné, les députés pourraient toucher l'exécutif pour que ces préoccupations soient prises en compte. Mais sur le terrain, nous avons constaté plein de manifestations en réalité. Et donc, ça veut dire que la population n'a pas eu d'écho. La voix de la population n'a pas porté au niveau de l'Assemblée nationale, des comptes n'ont pas été faits. C'est pour cela que la population réellement a été obligée de prendre le devant et de dénoncer un certain nombre de faits, et surtout leur situation de vie de précarité. Aujourd'hui, moi, je pense que nous, on vient présentement pour essayer de corriger tout cela. Donc, il y a plein de manquements et je pense que...
Docteur Dawatara. Bon, quand je vous écoute, je suis un peu Je vais dire la même chose. perplexe. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de confondre C'est ça. le rôle de mairie et député. Est-ce que ce n'est pas le cas? Parce que l'autre parle d'action sociale, 52 forages, aide sociale, etc. Non, c'est la question qui lui avait été non, adressée. je sais. Est-ce qu'il avait mené? Non, vous avez continué mes précisions. À M. Bandé Karamoko, on lui avait demandé est-ce qu'il y a des actions qu'il avait eu à mener dans la commune de Port-Boué. Et vous avez précisé pour dire les actions qu'aurait pu mener un député. Bien. Et donc, ce qu'il a dit, c'est un peu la... Parce Allez, que c'est là mon inquiétude. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame entre le rôle d'un député et celui d'un maire. Alors, pour revenir à ma question, quels sont, bon, c'est une question à deux, hein, quels sont vos liens avec Port-Boué ou bien avec la population de Port-Boué à tout de rôle? D'accord. Et M. Bandé avait déjà répondu, en fait. Alors, Oui. mon lien avec Port-Boué, c'est un lien totalement fusionnel et naturel. J'y suis né, je suis natif de cette commune, d'accord? J'y ai de la famille, j'y ai passé pratiquement toute ma vie, d'accord? Port-Boué, c'est mon champ d'action. Port-Boué, c'est la commune avec laquelle j'ai plus de fusion et de relations, d'accord? Donc, c'est une relation naturelle. Et avec la population, je suis plus connu à Port-Boué, dans la commune de Port-Boué, que partout ailleurs en Côte d'Ivoire, d'accord? Donc, naturellement, c'est bien naturellement que je me présente dans la commune de Port-Boué. Et je ne suis pas à ma première tentative. Alors, je suis à ma 3e tentative dans cette commune de Port-Boué. Oui, je l'avais noté. Voilà, en termes d'élections législatives, je pense que cette fois sera la bonne. Mais t'es résilient. Dieu voulant. Alors, je voudrais rapidement nuancer tout à l'heure. C'est vrai, moi, je connais très bien le rôle d'un député, d'accord? Alors, le rôle d'un député ne rentre pas dans le cas de ce que j'ai cité tantôt en termes d'action sociale, ça je le sais, d'accord? Mais un député entrant, le député qui n'a jamais exercé la fonction, peut peut-être brandir ses actions pour séduire la population, pour leur dire j'ai déjà un actif, un passif sur le terrain. C'était ça d'accord? ma question, en fait. Voilà, ok. Mais là, par contre, ceux qui ne peuvent pas brandir ces actions, en fait, c'est ce que font les sortants. Les sortants, ils ont bénéficié de 5 ans de mandat. Ils ont un bilan à rendre dans la population. Ils ne rendent pas leur bilan, mais ils exposent les actions de la mairie comme étant d'actions séductrices vis-à-vis de cette population. Et je trouve que c'est malsain et c'est de la manipulation. Vous avez eu un mandat de 5 ans. Dites à la population, durant ces 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait dans ces 3 prérogatives d'un député? Quelles sont les lois qu'on a votées, les propositions de loi? Quelles sont les actions du gouvernement qu'on a pu contrôler? Alors, quels sont les projets de loi venant du gouvernement que nous avons pu certainement valider, analyser et valider? On a porté votre parole. Voilà ce qu'on a dit en retenant à l'Assemblée nationale. Voici les retombées qui impactent votre vie. Alors, c'est de ça qu'on attend des sortants. Qu'ils fassent en fait leur bilan des 5 ans de mandature avant donc de parler des perspectives. Mais à ce niveau, il n'y a aucun bilan à donner parce que pendant les 5 ans, ils ont pratiquement été absents à l'Assemblée nationale. À peine même s'ils siégeaient. Ils n'ont jamais pris la parole à l'Assemblée nationale pendant les 5 ans. Aucune parole prise. Peut-être qu'ils ont siégé juste à la rentrée parlementaire, mais du coup, on ne les revoit plus encore. Rassurez-nous, pardon, c'est pas vous qui tenez la fiche de présidence de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, je ne tiens pas la fiche de présidence. Mais tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, quand on regarde le petit écran, que ce soit en commission ou en plénière, on les voit, d'accord? On ne les voit ni en commission ni en plénière, d'accord? Juste à la rentrée parlementaire, on les a vus, on les a plus revus encore. En dépit de tous les problèmes qui minent la commune de Port-Boué, tantôt j'ai pas de déguerpissement et tout, d'accord? Un bon député aurait pu quand même faire des propositions de loi, interroger le gouvernement sur ses actions. Et j'ai même approché les 2 députés, n'est-ce pas, bien évidemment, pour leur dire, je pense que voici ce que vous devez faire à l'Assemblée nationale relativement à tout ce qu'on vit. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont un bilan à rendre à la population avant de parler, bien évidemment, de perspectives. Mais partout, quand on regarde les communications, ils ne brandissent que les travaux de la mairie. J'ai reprouvé une route ici, je suis en train de reprouver une route ici, j'ai fait une école ici. Non, ce n'est pas les travaux d'un député. Dis-nous pendant les 5 ans où vous envoyez à l'Assemblée nationale, faites-nous le bilan, le point de ces 5 ans, avant de parler en fait des perspectives. Mais le député entrant comme nous autres, qui n'avons jamais exercé la fonction, on peut bien évidemment dire à la population, écoute, on est en lien avec vous, voici les actions sociales qu'on a déjà posées sur le terrain, et une fois élu à l'Assemblée nationale, voilà ce qu'on propose et qui rentre dans les prérogatives d'un député. Bien, M. Voilà. Tapili. Oui. Figurez-vous que je maîtrise réellement ce que c'est l'Assemblée nationale pour les actions que j'ai posées. Dites-vous que les décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale, d'une manière ou autre, ont des impacts sur notre quotidien réellement. Et donc, en remontant les faits que nous vivons, je veux vous dire que c'est l'Assemblée nationale qui impacte ou bien qui peut-être module véritablement ces actions que nous vivons. Donc, ça veut dire que le député également, comme on a dit, peut contrôler l'exécutif qui exerce quelque chose qui, à mon sens, n'est pas véritablement correct. Peut également proposer des méthodes, des plaidoyers afin de pouvoir mieux cadrer les choses. Et c'est de ça que je parle. Et comme je dis, avec Port-Boué, je suis du Parlement des enfants de Port-Boué. Et pour ceux qui savent, les enfants de Akangu. Donc la procédure parlementaire, je l'ai appris depuis que j'ai 9 ans. Et donc nous avons travaillé depuis longtemps à faire des plaidoyers, à travailler de sorte à ce que l'humain soit au cœur de nos différentes actions. Figurez-vous que j'étais déjà à l'école secondaire en classe de 3e et j'ai initié des actions pour
réalisé des audiences foraines à Port-Boué, des plaidoyers qui ont permis à ce que près de 1500 enfants aient des extraits de naissance. Figurez-vous, vous pouvez demander, je peux citer plusieurs établissements dans lesquels on vous dira que je prenais en charge la scolarité de plusieurs centaines d'élèves. Pas que nous on payait, mais on faisait des plaidoyers auprès des co-gestes et autres afin qu'ils puissent prendre ces enfants défavorisés. Et ce sont des actions qu'un député peut mener. Des actions de plaidoyer et des actes, comme je suis en train de le dire. Voter des lois. Et voter des lois, ce n'est pas des choses simples, mais ce sont des lois qui doivent prendre en compte l'intérêt de l'être humain et l'intérêt de la population. Et c'est ce que je nous avons dit. Si les bonnes lois sont prises, je pense que la population verra réellement les effets de ces lois. Alors, une question à chacun avant de donner la parole à Valentin Zawi. Est-ce que si jamais vous êtes élu au soir du 27 décembre, votre victoire ne sera pas celle d'un parti politique? On voit des indépendants qui gagnent des élections municipales ou législatives et après, on remet cette victoire à un parti comme le PDC-RDA ou les RHDP. Monsieur Karamoko. Alors, moi, je pense que de plus en plus, les Ivoiriens sont exigeants et regardants. D'accord? Je me présente à ces élections sous la bannière d'indépendant. Et cette posture, je m'engage à la conserver. Une fois élu à l'Assemblée nationale au soir du 27 décembre, je vais conserver cette posture à l'Assemblée nationale. Je serai un député indépendant. J'aurais pu être candidat d'un parti politique. Ce n'est pas ce qui a manqué. J'ai été convoité par certains partis pour porter leur couleur, mais j'ai refusé parce que là, je trouve que, véritablement, quand on est député de parti politique, on ne fait que répondre aux injonctions de la chapelle politique. Et là, je veux pratiquement vivre l'indépendance, mon indépendance en tant qu'élu de la nation, et porter la parole véritablement et les aspirations de la population à la maison du peuple. Donc, par voie de conséquent, je vais demeurer indépendant. Parce qu'être élu sous la bannière d'indépendant et virer ou migrer vers un parti politique est preuve de trahison. Vous avez trahi la population. La population a vu les partis politiques, elle a porté son choix sur vous en tant qu'indépendant. Oui, les cas sont légion, d'accord? Mais moi, je vous dis, il y a plusieurs cas, mais il y a tout de même des exceptions. Bien. Voilà, l'Assemblée nationale actuelle. Non, j'ai cette exception. Et je suis en train de vous dire qu'il y a eu des gens à la législature sortante. On prend quand même le peuple en témoin. Prenez le peuple en témoin. Et j'ai toujours respecté mes paroles. Bien. Monsieur Tapili. Effectivement, j'aimerais dire, M. Abouaka, je suis du peuple, je suis comme vous. Et cette question, véritablement, je me la pose chaque matin parce que le peuple aujourd'hui se sent véritablement trahi. Parce qu'on a les partis politiques qui, une fois à l'Assemblée nationale, ne réagissent pas en fonction de la volonté du peuple, mais plutôt sous les injonctions de leur parti politique. Du bon vouloir de leur parti politique, ils oublient les promesses faites au peuple. Et aussi, on a les dissidents, c'est-à-dire des personnes qui étaient membres des partis politiques, mais juste parce que ces personnes savent qu'elles ne pourront pas être choisies pour être candidates de ces partis politiques, ils décident d'être indépendants, ce que j'appelle des faux indépendants, on pourrait dire des dissidents. Et après, une fois élus à l'Assemblée nationale, se rangent aux côtés de les différents partis politiques. Et moi, aujourd'hui, je tiens à dénoncer cela. Pour ma part, je suis un indépendant, comme on peut dire, un vrai indépendant, n'ayant jamais milité dans un parti politique. Aujourd'hui, je réponds au nom du peuple. Mon seul maître aujourd'hui, c'est le peuple. Lorsque le peuple me dira, lorsque les décisions iront dans le sens du peuple, je dirai oui. Et lorsque les décisions iront contre le peuple, je dirai non. Mon seul maître, c'est le peuple. Et je ne pourrai pas réagir sous l'injonction d'un quelconque leader politique. Valentin Zawi. Alors, deux questions en une, M. Sidik, si vous permettez. Alors, quand je vous écoute depuis quelques minutes, votre parcours, vous êtes des hommes d'action, on aurait pu dire, ils auraient plutôt pu se présenter à la mairie. Pourquoi être député quand on sait que le député n'a pas forcément les pouvoirs d'un maire? Donc ça, c'est ma première question. J'aimerais vous voir réagir par rapport à ça. Et M. Bandé l'a bien signifié. Depuis que nous sommes en démocratie libérale, c'est la dictature des partis à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, même quand on est indépendant, la marge de manœuvre est très très mince. Est-ce que ce n'est pas un peu idyllique de votre part de penser que vous, à l'Assemblée, vous pouvez faire bouger les lignes? Ah oui, moi je vous cite, enfin je ne citerai pas de nom, mais plutôt, il y a un député à l'Assemblée actuellement qui s'est illustré. Il faut le dire. Ah oui, Assali Chemoko, il est indépendant, d'accord? Il est indépendant, pratiquement le seul indépendant à l'Assemblée nationale, d'accord? Et que certains Ivoiriens qualifient de seul vrai député. Voilà, mais bien évidemment, il était 20e au départ. Traité par populiste par d'autres? Populiste, ok, bon. Mais bon. Chacun est libre en tout cas de lui attribuer les qualificatifs qu'il veut, d'accord? Sauf que la majeure partie des Ivoiriens voient qu'il fait correctement et bien son travail, d'accord? Il a fait le job, je suis d'accord avec vous. À l'ouverture de cette législature, il était au nombre de 21 indépendants. Tous ont migré vers des partis politiques. Il est pratiquement le seul qui est resté droit dans ses bottes,
il est resté indépendant C'est jusque-là. votre modèle, apparemment. Ah oui, bien évidemment. Et quand je le regarde, nous nous sommes rencontrés la semaine dernière, je change avec lui à chaque fois, d'accord? Parce que quand je regarde les actions de terrain qu'il mène, s'apparentent en fait aux actions de terrain que je mène également, d'accord? La défense, n'est-ce pas, des droits des opprimés, des personnes lésées, n'est-ce pas, la dénonciation des abus. Et ça, c'est des choses que je fais couramment à Port-Brouille. Et vous pouvez interroger la population de Port-Brouille, ils le savent. Je suis pratiquement le seul qui s'illustre dans cette matière, d'accord? Je dénonce, et également en matière d'action sociale, comme vous l'avez dit tantôt, relativement à la présentation à la mairie. Moi, mon leitmotiv et le seul objectif qui m'anime, c'est de servir la population de Port-Brouille à travers un poste sélectif, à travers un poste décisionnel, d'accord? Que ce soit la mairie, que ce soit l'Assemblée nationale. La preuve, je me suis essayé à la mairie en 2023. J'ai été candidat indépendant à la mairie en 2023, d'accord? Et à ce niveau, malheureusement, la candidature s'est soldée par un échec, d'accord? Mais je sais dissocier entre les actions d'un maire et les actions d'un député, d'accord? Alors, je me présente aux élections législatives simplement parce que je sais qu'à ce niveau, je souhaite disposer en tout cas d'outils nécessaires qui me permettra de booster les actions de terrain que je fais déjà en termes de dénonciation, en termes de défense des intérêts de la population. Et également, j'ai en esprit quelques projets de loi que je souhaite proposer à l'Assemblée nationale pour l'intérêt de la population des pauvres de façon singulière et pour l'intérêt de la population ivoirienne de manière générale, étant donné que je serai député de la Nation au soir du 27 décembre. D'accord? Alors, donc, les actions de terrain, on le mène, des actions similaires aux actions des maires, et également les actions de terrain également aussi, similaires aux actions d'un député également aussi, on les mène. Donc, mon seul objectif, c'est de servir la population des pauvres à travers un poste sélectif. Le poste de député, je suis preneur, le poste de maire également, je suis preneur, d'autant plus que je me suis essayé à toutes ces deux candidatures. Bien, M. Tapili, pourquoi ne pas se présenter, attendre les prochaines municipales prévues, je pense, en 2028 et décider d'être candidat à cette élection de député? Parce que déjà, mon action, je ne veux pas mon action juste que pour Port-Brouille, mais pour la nation tout entière. Sachez qu'en tant que maire, vous avez véritablement une action qui est véritablement circonscrite. Et que vous pouvez pour toute la changer nation juste... aussi, vous avez possibilité d'être candidat à la présidentielle, on ne vous a pas vu à cette élection. Bon, déjà, je ne respecte pas les convictions. Je pense que tout part d'une conviction. Pour l'instant, je n'ai pas la conviction d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais déjà, je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Je connais le défi de ma génération. Je sais ce que les jeunes veulent. Je sais ce que les femmes veulent. Je sais ce que les hommes veulent. Et pour moi, pour changer ça, je pense que je dois être acteur et proposer. Nous avons plein de projets que nous avons écrits et que nous pouvons proposer. Nous pensons que cela va être utile. Que nous allons découvrir durant la période de campagne. Cela va être utile pour toute la nation. Bien. Dernière question, Dr Daouda Ouattara. Alors, à supposer qu'au soir du 27 décembre 2025, l'un d'entre vous soit élu, puisque vous partez sur des listes différentes. Donc, vous deux ne pouvez pas être élus à la fois. Bien évidemment. Donc, à supposer que l'un d'entre vous soit élu au soir du 27 décembre 2025, quelle serait la première action à mener en tant que député de Port-Brouille? Alors, une question à deux. Hein. D'accord. Alors, moi, j'ai trois priorités. C'est vrai que j'ai plusieurs actions que je souhaite mener, mais en ligne de mire, j'en ai trois que je souhaite, d'accord, mener d'entrée de jeu qui sera l'Assemblée nationale. La première action, véritablement, je l'ai dit, c'est la protection de l'habitat précaire. La commune dont je suis ici, malheureusement, est à forte concentration de quartiers précaires. Et il n'y a pas très longtemps, le district d'Abidjan a publié une liste de quartiers à déguerpir en 2024. Et seul dans la commune de Port-Brouille, il y a 17 quartiers à déguerpir. Ils ont commencé par le quartier abattoir qu'ils ont mis à sac. Ils ont voulu poursuivre au niveau de Zimbabwe. Nous y étions avec la population, on a galvanisé la population, on a empêché l'opération. Pour l'heure, elle est suspendue, d'accord? Alors on ne sait pas ce que va advenir après les élections législatives. Parce que les autorités, ils ont parlé de suspension et non pas d'annulation. Ça veut dire que l'opération est toujours d'actualité. Donc il y a une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur la tête de la population de Port-Brouille en termes d'habitat. Donc dans un premier temps, je souhaite, dans l'urgence, faire une proposition de loi allant dans le sens de la protection de l'habitat précaire. D'accord? Ça, c'est ma première priorité. Ensuite, l'autre priorité, elle est à l'échelle nationale. Et cette priorité, c'est véritablement d'encadrer, toujours dans la question de l'habitat, c'est d'encadrer le coût des loyers en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on parle du panier de la ménagère, mais malheureusement, cet aspect est un aspect qui, malheureusement, gangrène le quotidien des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont malheureusement laissés à la merci des propriétaires immobiliers, n'est-ce pas, qui fixent le coût des loyers en fonction de les humeurs. Et là, ce n'est pas normal. Dans un État qui se veut sérieux comme la Côte d'Ivoire, il faut encadrer le coût des loyers à travers une loi, d'accord? On peut le faire, on peut encadrer le coût des loyers par zone et par standing, d'accord? Bien. Par exemple, dit dans la zone de Cocody, une maison de 3 pièces ne doit pas excéder ce coût, ainsi de suite. Et c'est comme cette proposition de loi, je compte l'intégrer à l'Assemblée nationale, la faire, d'accord? Et ça, c'est à l'échelle nationale.
Alors, l'autre priorité que je compte, bien évidemment, une fois à l'Assemblée nationale au soir du 27 décembre, et je sais que ça sera le cas d'ailleurs, que je souhaite bien évidemment proposer au niveau de l'Assemblée nationale, en fait, c'est d'introduire un projet de loi allant dans le sens, au-delà de la protection de l'habitat précaire, il faut faire en sorte que ceux qui habitent dans ces habitats précaires puissent avoir des titres, d'accord? Des titres légaux qui leur mettra à l'abri des déguerpissements. Et ça a été une promesse du président de la République, Alassane Ouattara, en 2010. Et cette promesse, il faut lui le rappeler, d'accord? Parce qu'il a dit en 2010, et je cite, « Une fois élu à la présidence de la République, lors de mon premier mandat, je vais décaisser la somme de 100 milliards pour améliorer les conditions de vie des 4 millions d'Ivoiriens qui vivent dans les quartiers précaires. Et mieux, je vais les attribuer des titres fonciers pour qu'ils soient à l'abri d'éventuels déguerpissements. Alors, donc, en lieu et place de ces titres fonciers, les maisons sont déguerpies, il faut rappeler au président son engagement afin qu'il puisse en tout cas sécuriser ses quartiers à travers des titres. Et ça, on va lui rappeler. Et voici mes 3 priorités une fois à l'Assemblée nationale. Mais au-delà, j'en ai plusieurs. Mais pour l'heure, dans l'urgence, comme vous l'avez dit, une fois élu, on aura l'occasion durant la période des campagnes de revenir sur vos différents programmes ou projets. Alors, on termine avec vous, M. Tapili, vos 3 priorités. Oui, nos 3 priorités, je tiens déjà à rappeler que pour nous, c'est le peuple qui décide. Donc, depuis plus de 2 semaines, nous sommes déjà en consultance avec le peuple, avec les étudiants, les femmes et autres, et nous les écoutons. Effectivement, comme j'ai dit, notre vision, c'est de pouvoir restaurer la dignité de ces populations-là. Et donc, nous pensons également que le cas de déguerpissement est un élément qui porte atteinte à la dignité de ces populations. Et je tiens à garantir qu'une fois député de la nation, je veillerai à ce que le processus puisse se dérouler dans les normes et également à leur garantir cette dignité. Et ce n'est pas tout, je pourrais dire, même pour les étudiants, figurez-vous. Nous étions en consultation également même avec les étudiants. Figurez-vous que nous avons le coût de bourse le plus bas de la sous-région. Pour les étudiants de licence dans les pays extérieurs tels qu'au Mali, les étudiants ont pratiquement 500 000 francs l'année. Et ici, en Côte d'Ivoire, nous avons pratiquement 240 000 francs. Ceci a été évalué, je crois, en fonction de la loi 315 de l'Assemblée nationale prise en 1996. Et cela a été évalué en fonction des coûts de la période. Aujourd'hui, cela est dépassé. Les chambres de cité les coûts des chambres de cité ont grandement changé, il y a eu des frais de carte de bus, mais cela n'a pas été pris en compte dans la réévaluation pour les étudiants. Je pense que les étudiants ne doivent pas choisir entre survivre et étudier. Ils ont le droit à vivre. Et donc, ils ont le droit de vivre. Donc, sur tous ces différents plans, nous avons écouté, nous avons des projets, nous avons des lois déjà écrites, des propositions de lois déjà écrites qu'on aura l'occasion de proposer à la population. Bien. Merci, M. Tapili. C'est l'heure maintenant du carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton rouge de cette semaine avec Dr Daouda Ouattara. Bon, moi, je passe. Valentin Zawi, carton rouge. Mais carton rouge pour toutes les personnes qui sont encore dans les pratiques corruptives, qui font un mal indicible à notre société. Il est vraiment temps, qu'on sorte de ces pratiques-là qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire, parce que chaque Ivoirien doit œuvrer à sa grandeur. Merci. C'est appelé carton rouge. Mon carton rouge est adressé à ceux qui font partie de la population qui conditionnent le choix de vie, le choix de vote par des gadgets ou par des moyens de vie substantiels ponctuels. Achat de conscience. Achat de conscience. Je les exhorte à changer de pratique et à prendre leur vie au sérieux et à faire du choix raisonnable. Le choix qu'ils feront impactera leur vie pour 5 ans. Donc, qu'ils se rangent et fassent de très bons choix. Merci. Bien, M. Karamoko, carton rouge. Alors, mon carton rouge va à l'endroit de tous ces députés sortants qui, 5 ans durant, n'ont pas fait le job et qui veulent remplir encore pour un autre mandat. Et parmi ces députés sortants figurent les 2 députés sortants de Port-Bouille qui, pendant 5 ans, n'ont fait aucun job, qui relève du rôle d'un député et qui remplit encore pour un autre mandat. Bien, merci. C'est terminé pour le carton rouge. On dira merci, bien sûr, à Valentin Zawi, Dr Daouda Ouattara et vous, Hussein Tapili, candidat indépendant aux législatives dans la commune de Port-Boué. Monsieur Karamoko Bandé, vous resterez sur ce plateau pour cette rubrique qui vient sans détour. C'est maintenant. Voilà, nous sommes dans Sans détour avec Christelle Bédé. Bonsoir. Bonsoir Sidik. Monsieur Bandé Karamoko, dites-nous, êtes-vous toujours RHDP? Alors, je suis membre du bureau politique du RHDP et là, je le revendique partout.
D'accord. Alors pourquoi n'avoir pas choisi justement d'obéir à la consigne du parti en respectant le choix des candidats officiels? Alors, je précise que je n'ai pas postulé pour être candidat RHDP. Vous le vérifiez au niveau de la direction du parti. Justement, vous avez choisi de partir. Il y a des gens qui ont candidaté. Vous avez choisi de partir en indépendant. Pourquoi? En indépendant. Alors que vous militez dans un parti. Mais bien évidemment, je milite dans ce parti, le RHDP à l'échelle nationale. Est-ce que vous n'avez pas confiance aux propositions que fait le parti? Je vous explique. Le RHDP à l'échelle nationale fait du bon boulot. Mais par contre, vous n'avez pas confiance du RHDP à l'échelle locale? À l'échelle locale, je n'ai pas confiance en fait, parce que le parti s'est discrédité à Port-Brouille. D'accord. À travers certaines actions subversives, notamment les déguerpissements, qui n'ont pas répondu aux normes. Vous estimez que les déguerpissements n'ont pas répondu aux normes? Ça n'a pas répondu aux normes. C'est quoi les normes, s'il vous plaît? Ah oui. Mais les normes d'un déguerpissement, il faut d'abord prévenir la population au préalable à travers des mises en demeure. Il faut également le Des informations ont été données. Aucune information n'a été donnée. Des informations ont été données au préalable par le district. Je suis un acteur de ce domaine et je suis depuis 2018, je suis le dossier de jour au jour, d'accord? Le déguerpissement de 2018, aucun habitant de la commune n'a été prévenu. Pas moins que le déguerpissement également aussi de 2024. Les gens ont été surpris un matin, j'en viens. Et de deux, les raisons qui soutenaient, qui ont été avancées pour déguerpir ces différents quartiers, ont été des raisons fallacieuses. C'est-à-dire que vous êtes un militant frustré. Est-ce par frustration que vous avez décidé de ne pas défendre les valeurs ou les couleurs du RHDP? Non, je ne suis pas un militant frustré, mais je suis un militant objectif. Militant objectif, j'adhère dans un parti politique relativement... Donc les militants au RHDP, au niveau local, ne sont pas du tout dans l'objectivité? Ah oui, ils ne sont pas dans l'objectivité, bien évidemment. Le quartier abattoir qui a été déguerpi, c'est le bastion du parti à Port-Brouille. Comment est-ce qu'on peut venir un matin mani militari déguerpir là où ces militants habitent nuitamment, les jeter dehors, sans aucune mesure d'accompagnement? Quand on veut qu'on applaudisse des mesures comme ça, on ne peut pas les applaudir. Dans la vidéo d'annonce de votre candidature, vous mettez en avance une enquête parlementaire que vous ambitionnez proposer à la population à l'issue des législatives. Est-ce que, quelque part, ce ne serait pas direct de pouvoir vous en prendre directement aux personnes qui ont opéré tous ces déguerpissements? Que d'attendre les élections, justement? Non, je ne m'en prends à personne. Vous savez, avant ces élections, à l'heure actuelle, je ne bénéficie d'aucun statut qui me permet de saisir les autorités. En tant que citoyen? En tant que citoyen, je le fais. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. En tant que citoyen, le seul recours que j'ai, c'est les courriers, c'est les approches. Vous estimez qu'en partant en indépendant, en partant à l'Assemblée nationale, vous aurez la force de pouvoir faire bouger les lignes? Ah, bien évidemment. Bien évidemment. En partant en indépendant? En partant indépendant, bien évidemment. En partant indépendant, c'est une façon pour moi de décrier cette forfaiture, n'est-ce pas? Il y a certains analystes qui estiment que vous surfez sur les émotions des sinistrés pour pouvoir battre campagne. Absolument pas. Je ne surfe pas sur les émotions. Ça en a tout l'air, parce que tous vos dires, tout ce que vous faites, ça ne parle pas que de déguerpissement, déguerpissement. Non, c'est une réalité. Il n'y a pas que le déguerpissement, il y a des réalités. Est-ce la seule réalité au niveau de Port-Brouille? Non, absolument pas. Il y a d'autres réalités. Et moi, je suis Donc vous surfez sur les émotions? Non, absolument pas. Il y a eu des actions de terrain que moi j'ai menées à Port-Brouille. Vu que vous attendez obligatoirement les élections avant de pouvoir porter la voix de ces populations. Non, je porte la voix, mais allez les vérifier dans les archives des différentes chaînes de télé. Depuis 2018, c'est pas les périodes d'élection. Effectivement, en dehors de ça, moi j'ai mené plein d'actions sociales terrain. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions? Si, il y a d'autres actions que j'ai menées à Port-Brouille. J'en ai cité tantôt. À Port-Brouille, moi j'ai offert 3000 permis de conduire aux jeunes de la commune de Port-Brouille. J'ai doté la commune de Port-Brouille de 52 fourrages, d'accord? Ok? Pendant la période de coronavirus, l'un des rares cas, n'est-ce pas, assis cette population. Moi, j'ai sauvé des vies et des non-vies à hauteur de plus de 100 millions. Ce qui est très apprécié déjà. Mais aujourd'hui, tantôt RHDP, tantôt candidat indépendant, est-ce que ce n'est pas quelque part une manière de cacher votre manque de confiance et votre courage politique? Ce manque de courage politique? Non, absolument pas. Je suis courageux, bien évidemment. Vous estimez être courageux? Oui, c'est d'ailleurs le courage politique en partant indépendant. Il n'est pas permis à tout le monde d'aller en indépendant, d'accord? Il n'est pas permis à tout le monde d'aller... Aujourd'hui, il y a une pléthore de candidats indépendants? Mais bien évidemment, il ne s'est pas aussi loisible à tout le monde. Au PPACI, par exemple, on a beaucoup de candidats indépendants aujourd'hui. Aller en indépendance, cela suppose que vous avez, n'est-ce pas, les moyens humains et matériels et financiers à battre campagne. Et vous estimez avoir ces moyens? Ah oui, je les ai. Mais pourquoi ne pas utiliser ces moyens justement pour déjà dénoncer tout ce qui se passe au niveau local? Mais je le fais déjà. Que d'attendre justement les élections législatives? Je n'ai pas attendu. La dénonciation, je le fais au quotidien et ça, tout le monde le sait.
Moi, ils sont chevet des personnes opprimées et l'aider à pauvres au quotidien. Est-ce que vous estimez votre chance cette fois-ci, parce que ça fait quand même la 3e fois, est-ce que vous pensez pouvoir battre les candidats en face? Ah oui, bien évidemment, pourquoi pas? J'ai les arguments. La preuve, les candidats sortants, je l'ai dit tantôt, pendant 5 ans qu'ils sont députés. Précédemment, vous n'aviez pas d'arguments? Non. Est-ce que vous étiez en train de blaguer avec la population? Précédemment, j'avais des arguments 7, d'accord? Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a plus d'arguments que les années antérieures. Est-ce que vous n'allez pas disparaître à l'issue de l'élection si vous ne Non, remportez absolument pas. S'il allait disparaître, j'avais disparu depuis très longtemps. Depuis 2016, j'étais candidat en 2017, en 2021, en 2023, d'accord? Et cette année, en 2025. Moi, je tiens à ma chose, d'accord? Je sais que c'est l'heure qui n'est pas arrivée. Quand l'heure va sonner, je serai élu à Port-Bouilly. Et vous pensez que l'heure, c'est maintenant? Et je pense que l'heure, c'est maintenant, et ça sera fait. D'accord. Est-ce que directement, vous ne pouvez pas voir le district, sinon le candidat, le tenant du district d'Abidjan, et puis lui dit ouvertement, monsieur le représentant du district, j'estime que vous ne jouez pas franc jeu. Que d'attendre forcément des législatives? Non, mais on l'a fait bien évidemment. Moi, je peux vous montrer une 50aine de correspondances que j'ai adressées aux autorités de ce pays. Il n'y a pas eu de retour? Il n'y a pas eu de retour. Donc le RHDP, ce n'est pas un parti de confiance? Non, je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas que c'est pas un parti de confiance. Vu qu'il n'y a pas eu de retour? Non, le RHDP a fait beaucoup de choses, mais tout n'est pas parfait sous le RHDP. C'est mon parti, moi je le reconnais. Okay. Je ne suis pas quelqu'un qui suit les choses et qui n'a pas d'esprit critique, d'accord? Le parti a fait beaucoup de choses, d'accord? Beaucoup de choses de mal? Non, de bien, de bien. On parle de... Nous parlons de Port-Bouilly. Non, la proportion du mal dans les actions... Nous parlons de Port-Bouilly. La proportion du mal... Est-ce que vous estimez que les actions que le parti a posées... Nous sommes dans ce cadre législatif. Est-ce que vous estimez que les actions que le parti a posées au niveau local, eh bien, sinon sont bien? Non, le parti au niveau local a posé des actions qui sont bonnes. Mais par contre, le projet de déguerpissement est un projet qui a défrayé la chronique, d'accord? Et ça s'est passé... Mais ça a été mentionné que ce projet était pour la sécurité de la population. Vous savez les raisons qui ont été annoncées pour déguerpir les quartiers? D'abord, inondation, chose qui n'est pas vraie. D'accord, je pense que nous revenons sur ces détails. Inondation. Monsieur Karamoko, je vous remercie. Merci à vous, monsieur Karamoko Bandé, candidat indépendant dans la commune de Port-Bouilly pour les élections législatives du 27 décembre prochain. Merci. Christelle Bédé. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Sans Détour. On aura plusieurs numéros au cours de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, 19h30 sur Reflet TV. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.